Bonjour et bienvenue. En général, quand on parle des auxiliaires modaux, les modaux en anglais, on les voit un par un. On va voir can, on le manipule, on l'utilise, on fait des exercices. Un autre jour, on voit must, encore un autre jour, on voit may, mais on les voit rarement tous ensemble. Or, c'est surtout les uns par rapport aux autres que les modaux prennent du sens. Si on ne comprend pas ça, on se condamne à parler une langue théorique, artificielle, que personne ne parle dans la vraie vie, à part les professeurs d'anglais en France. Et on passe à côté de toutes les subtilités de la langue anglaise. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aurais commencé par une anecdote. J'ai vécu 2 ans au Danemark, un pays où la télé est en VO, il n'y a pas de doublage. Donc ils parlent tous parfaitement anglais, et souvent assez bien français aussi. Je sous-louais chez une jeune fille qui me fait donc visiter l'appartement. Elle s'adresse à moi spontanément en anglais parce qu'elle le maîtrise un peu mieux et que pour elle c'est plus spontané. Et elle termine la visite de l'appartement en me disant « Don't hesitate to use the fridge ». Parfait. 6 heures après, le soir, elle vient me voir et cette fois-ci, en français, elle me dit « Ah, je suis désolé, tout à l'heure j'ai voulu faire la maline en parlant anglais, mais j'ai fait une faute abominable. Je voudrais pas que tu penses que les Danois parlent mal anglais, hein. C'est moi, j'ai fait une faute, je suis désolé. » Alors je cherche dans ma mémoire ce qu'elle a pu me dire de tellement abominable pour que cela travaille pendant 6 heures. Et je ne vois pas. Donc je lui demande, mais qu'est-ce que tu m'as dit de terrible? Et elle me répond, j'ai dit don't hesitate to use the fridge. Et là, moi je réfléchis en bon français normatif. Alors don't hesitate, do not, c'est l'impératif. Alors c'est contracté, mais c'est à l'oral et c'est pas gênant. Hesitate, infinitif sans tout. To use, c'est pas le to grammatical, c'est la préposition. Ah, c'est parce qu'elle a dit fridge au lieu de refrigerator? Ah, ça fait quand même un peu guindé, refrigerator. Elle m'avait pas donné l'impression d'être particulièrement pédante. Donc je lui dis, je vois toujours pas où est le problème. Et elle me dit, en anglais, on devrait dire feel free to use the fridge. Ah, c'est ça, une faute grave en anglais. Moi, bêtement, en français, je réfléchissais en fonction des normes grammaticales bêtes et méchantes. Elle était déjà dans l'intuition linguistique et l'idiomatisme. Là, pour le coup, c'est moi qui me suis senti idiot. Il faut bien avoir tout ça présent en tête quand on aborde les modaux. Parce que les modaux, c'est pas seulement une suite de règles normatives, théoriques, bureaucratiques. C'est beaucoup plus subtil que ça. Alors, j'ai regroupé les modaux par paires. Might, may, could, can, ought to, must, should, shall et would, will. Techniquement, ought to n'est pas un modal, c'est un semi-modal. Mais il n'y a pas de pendant de must. Il fonctionne comme un modal et il est suffisamment rare pour ne pas en faire un cas à part. May et might sont 2 expressions de la même idée avec une forme forte et une forme faible. J'ai mis les formes fortes en haut. On verra ce que ça veut dire. Le premier sens des auxiliaires modaux, c'est de traduire l'idée de pouvoir, de devoir, ou ce que nous appelons le conditionnel et le futur. Quand ils ont ce sens, ils peuvent être traduits par des verbes de remplacement, ici en italique. May et might signifient be allowed to, c'est-à-dire pouvoir au sens de avoir le droit de. Can et could signifient be able to, c'est-à-dire pouvoir au sens de être capable de. Must et ought to signifient have to, c'est-à-dire devoir au sens être contraint de, ne pas pouvoir faire autrement. Shall et should signifient have better to, c'est-à-dire devoir au sens moral du terme, comme on voit dans les 10 commandements, you shall not kill. Enfin, would et will signifient be going to, comme on dit en français, je vais faire ceci, je vais faire cela. L'avantage des modaux, c'est qu'ils ne se conjuguent pas. Il n'y a pas de S à la 3e personne, pas de doublement de consonne, pas de prétérit irrégulier, rien. Ils ne changent pas, ils se conjuguent avec la base verbale. On peut difficilement faire plus simple, du moins au présent. On dira par exemple « I can speak English ». Je rappelle au passage qu'en anglais, on demandera plus volontiers « Can you speak English ?» Est-ce que vous êtes capable de parler anglais plutôt que « Do you speak English ?» Do you speak English n'est en aucun cas une faute, mais c'est un peu moins idiomatique et ça laisse deviner soit une origine étrangère,
soit un niveau de maîtrise de langue un peu moins élevé. Autre exemple, you should learn it. Vous devriez l'apprendre. Mais ce n'est pas une obligation absolue, juste une injonction morale. Ce qui, chez un peuple encore très religieux, est souvent perçu comme plus fort que la contrainte matérielle. À la forme négative, on ajoute not après le premier auxiliaire qu'on rencontre. I cannot speak Spanish. You should not tease me about it. Alors, je rappelle que cannot s'écrit en un seul mot, c'est une exception. En théorie, à l'écrit, on ne contracte pas, mais en réalité, on aura souvent tendance à écrire comme on prononce. I can't speak Spanish. You shouldn't tease me about it. Quand on utilise la forme non contractée, à l'oral comme à l'écrit, c'est pour insister fortement, comme dans you shall not kill. On ne dit pas you shan't kill, shan't étant la forme contractée de shall not. Enfin, à la forme interrogative, on inverse la place de l'auxiliaire et du sujet. Can you speak English? Should I learn it? À noter que dans ce dernier cas, comme on s'interroge sur une obligation morale, on utilisera plus volontiers la forme interronégative. Should I not learn it? Pour la construction, jusque-là, pas de problème. En règle générale, la forme forte s'utilise pour indiquer une réalité présente et la forme faible pour indiquer une réalité passée. I can speak English. Je peux parler anglais, je sais parler anglais. I could speak English, en revanche, peut soit vouloir dire j'ai su parler anglais. Est-ce que je saurais encore? On ne sait pas. Ou alors, je pourrais parler anglais. Pourrais AIS au conditionnel. Dernier point sur la construction au présent, on ne peut pas utiliser deux modaux à la suite. Si je dis à quelqu'un qui ne parle pas anglais, appréciez au passage la qualité de mes exemples et leur originalité. Si je dis à quelqu'un qu'il devrait pouvoir apprendre l'anglais, je cumule l'idée d'obligation morale, devrait, should, et de capacité, pouvoir, can. Dans ce cas, le deuxième modal est remplacé par le verbe de remplacement, d'où son nom, et on dira you should be able to learn it. Pour la construction avec un peu d'habitude, pas de grande difficulté. Le problème va arriver si on s'intéresse au deuxième sens des modaux, la probabilité. Dans le tableau à l'écran, j'ai classé les modaux par ordre de probabilité croissante. May est plus fort que might, could plus fort que may, can plus fort que could, etc. Alors souvent dans les grammaires, on donne une idée de grandeur de la probabilité. On va vous dire may c'est environ 10% de chance que l'action se produise. Can 50%, must 90%, etc. J'aime pas trop cette indication chiffrée, d'abord parce que la langue ne se résume pas à des équations mathématiques. Qu'est-ce qui se passe si on a 10,04% de chance? C'est may ou c'est pas may? Et surtout parce que tout dépend encore une fois du point de vue de celui qui parle. Imaginons trois personnes qui regardent le même ciel. Le premier est optimiste, il voit quelques petits nuages et il dit « Oh, it may rain ». Il y a une petite chance pour qu'il pleuve. Bon. Le deuxième, un peu moins optimiste, voyant exactement le même ciel avec les mêmes nuages, dira « Oh, it could rain ». La probabilité commence déjà à monter. Le dernier, qui lui est pessimiste, dira « Oh, it should rain », c'est-à-dire « ça ne m'étonnerait pas qu'il pleuve ». En français, dans tous les cas, on dirait « il pourrait pleuvoir ». Mais comment évaluer en pourcentage exact le degré d'optimisme et de probabilité? Ce qui compte, ce n'est pas le degré absolu, mais le degré relatif. Et on en revient à ce que je disais au départ, les modaux n'ont de sens qu'en comparaison les uns avec les autres. Et maintenant, puisque les modaux puissent avoir deux sens, considérons quelques phrases a priori simples, mais qui ne le sont pas autant que ça quand on regarde de près. Pour demander si vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous direz, et un locuteur natif dira « Can I open the window ?» En réalité, quand vous demandez si vous pouvez ouvrir la fenêtre, vous ne demandez pas si vous êtes capable d'ouvrir la fenêtre, mais si vous en avez le droit. Vous devriez donc dire « May I open the window ?» Pourtant, on dit « Can I » quand même, parce que « can » est un modal plus fort que « may ». Donc en disant « Can I open the window », vous forcez un peu la main de votre interlocuteur. Si je caricature, « Can I open the window » ne veut pas dire « Puis-je ouvrir la fenêtre ?» Ça veut dire « Je peux ouvrir la fenêtre, hein ?»
C'est-à-dire que vous laissez moins de marge à votre interlocuteur pour vous dire non. Vous lui forcez un peu la main. Si votre interlocuteur est bien élevé, il ne vous dira pas non. Il vous répondra soit « yes you can », ce qui signifie « en effet, tu en es capable », donc oui, vous avez le droit d'ouvrir la fenêtre, mais il se moque un petit peu de vous au passage, ou bien « yes you may », ce qui veut dire « oui, tu as le droit d'ouvrir la fenêtre, mais ça serait bien que tu apprennes à parler correctement ». Donc il se moque un peu de vous au passage. Dans tous les cas, il va se moquer de vous. Mais c'est complètement intégré, spontané, ça n'est pas réfléchi, ça fait partie de la logique de la langue. Et si on ne la comprend pas, tout le monde passe son temps à se moquer de nous sans qu'on s'en rende compte. Autre phrase révélatrice, deux professeurs parlent d'une élève, et l'un dit à l'autre « She must work hard ». Alors est-ce qu'il parle d'une élève qui a des bons résultats ou pas? Deux possibilités. Soit « must » a le sens d'obligation. Elle doit travailler dur au sens de « il faut qu'elle travaille dur ». Je parle donc d'une élève qui a des mauvais résultats. She must work hard, elle doit travailler dur pour améliorer ses résultats. Ou alors, must a le sens de probabilité. She must work hard, elle doit travailler dur, au sens, il est très probable qu'elle travaille dur. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il est probable qu'elle travaille dur? C'est qu'elle a des bons résultats. Hors contexte, cette phrase veut donc dire une chose et son exact contraire. Prenons un dernier exemple, toujours à l'école. Un élève vient voir son professeur, il est très inquiet pour ses examens, et il lui demande « Do you think I can pass ?» Pass en anglais, c'est réussir un examen. Passer un examen, c'est to take un examen. Réussir l'examen, c'est pass un examen. Donc l'élève inquiet demande à son professeur « Do you think I can pass ?» Trois possibilités. Soit l'élève est absolument brillant, l'examen ne sera vraiment qu'une formalité, et le professeur lui dira « Oh yes you will ». Will est un modal beaucoup plus fort que can. Ça veut donc dire « il n'y a pas l'ombre d'un doute, tu vas le réussir ». Soit l'élève a des chances raisonnables d'avoir son examen à condition de continuer à travailler. Et là, le professeur lui répondra « Oh yes you can ». Mais si, même dans ses rêves les plus fous, c'est pas la peine d'imaginer qu'il réussira son examen un jour, le professeur bien élevé ne lui dira jamais « no ». Il dira « Oh yes, you might ». Might est un modal beaucoup plus faible que can. Donc en réalité, ça veut dire « ça m'étonnerait énormément que tu réussisses ». Mais il y a le « yes », c'est positif, c'est beaucoup plus sympathique. Bon, c'est hypocrite, mais c'est la langue anglaise qui fonctionne comme ça. Si on veut lever l'ambiguïté autour du double sens des modaux, il faut passer par le verbe de remplacement. Dans l'exemple de « she must work hard », si on veut vraiment dire « il faut qu'elle travaille dur », on dira plus volontiers « she has to work hard ». Si on a le deuxième sens, il est très probable qu'elle travaille dur, on utilisera un adverbe « oh, she probably works hard ». Ça lève l'ambiguïté. Mais ça fait perdre un petit peu de son charme à la phrase. Et bien souvent, les Anglais s'amusent sur ce double sens. Ils aiment conserver les modaux parce que l'humour anglais joue avec cette façon de dire une chose et son contraire en même temps. Au passé, par contre, l'ambiguïté n'est pas possible puisque les modaux ne se conjuguent pas. Donc, soit on utilise le verbe de remplacement, soit c'est le verbe qui va prendre la marque du passé en se conjuguant à l'infinitif passé. Résultat, on aura soit le sens d'obligation, she had to work hard, soit le sens de probabilité, she must have worked hard. Mais on ne peut pas avoir une tournure qui puisse vouloir dire les deux en même temps au passé. Voilà, j'espère que cette petite présentation des modaux vous aidera à mieux comprendre certains des pièges de la langue. Merci d'être venu. Feel free to drop by anytime.